fonctionne. Je crois que normalement c'est bon. Donc bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être si nombreux aujourd'hui. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un webinaire à destination des EMPP. L'objectif étant surtout de pouvoir vous présenter le nouveau cahier des charges qui a été publié très récemment. Pour me présenter, Ah putain. Ah, s'il vous plaît, coupez. Alors, on ne vous entend plus, vous avez coupé votre micro? Oui? Ah, pardon. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Désolée. Oui, on n'avait Merci. plus de chant. On va y arriver. Donc, je me présentais, je suis Emma Lucioni, chargée de mission santé mentale et psychiatrie au sein de la Direction générale de l'offre de soins. Je voulais simplement vous remettre très rapidement l'organigramme pour que vous puissiez vous représenter un petit peu dans le bureau dans lequel je travaille. Donc, je suis dans un bureau qui s'occupe de la prise en charge en santé mentale et des publics vulnérables, dont font partie donc les personnes en situation de précarité. On a eu une réorganisation au sein de la DGOS. L'idée étant de justement pouvoir avoir un bureau dédié pour ces prises en charge-là, pour pouvoir les mettre davantage en avant. Voilà, c'était simplement pour me présenter pour commencer. Comme je vous le disais, donc l'idée c'est de vous présenter le nouveau cahier des charges. Avant, je reviendrai très rapidement sur quelques données pyramides au niveau national et ensuite vous présenter la nouvelle coordination qui a été mise en place très récemment au niveau régional et national surtout. Et donc si vous avez des questions, je le redis, mais n'hésitez pas à les poser soit dans le chat, soit à lever votre main. On aura un temps d'échange bien évidemment à la fin de la présentation. Très rapidement, quelques données issues du dernier rapport Pyramide. Donc, on est sur l'enquête de 2023, sur les données 2022. Donc, on avait 168 EMPP qui ont été recensés donc, en 2022, avec une très grande majorité des EMPP qui ont répondu au rapport Pyramide, ce qui nous permet d'avoir une bonne visibilité sur vos activités. Toutefois, les réponses ne sont pas exhaustives, donc parfois à prendre voilà, avec un petit peu de recul. Et donc là, vous avez un graphique qui permet de montrer la répartition des EMPP par région, et donc qui bien évidemment est assez hétérogène en fonction des territoires. Ensuite, on a la composition des équipes. Donc, ça nous paraissait intéressant parce qu'on voit que là encore, la composition des équipes est extrêmement différente en fonction des régions, avec des régions dans lesquelles les équipes ont une moyenne plutôt autour de 3 ETP, donc comme en Occitanie par exemple, ou en Bretagne, et à l'inverse des régions dans lesquelles en moyenne les équipes sont beaucoup plus dotées en termes d'ETP, et donc avec notamment la Normandie où on est en moyenne à 6 ETP par équipe. Là encore, on est vraiment sur des moyennes et au sein même des régions, ça reste extrêmement hétérogène et on a de grosses différences au niveau des territoires. Et donc, vous avez sur votre droite la composition des équipes. Et donc, on voit qu'en grande majorité, les équipes sont composées de professionnels de services des soins. Au niveau des amplitudes horaires, ça nous semblait intéressant de montrer un petit peu la manière dont les équipes fonctionnaient. Donc, de manière générale, on est sur une ouverture uniquement en journée, avec quelques EMPP quand même qui ouvrent le matin avant 9h, certaines en soirée, assez peu la nuit, et certaines donc en demi-journée et le week-end. Concernant la file active, donc en 2022, on était à une file active de 38 800 patients qui ont été accompagnés. Donc on est sur une augmentation importante de la file active, à rapprocher bien évidemment de l'augmentation également du nombre de MPP, puisqu'on avait plus 11 MPP par rapport à 2021. Mais toutefois, c'est un nombre à prendre en compte. Et donc en moyenne, on a 260 patients qui sont accompagnés par chaque EMPP. Et quand on fait le ratio par rapport à 2021, on voit qu'il y a quand même une augmentation, puisqu'en 2021, on était plutôt sur 242 patients qui étaient accompagnés par équipe, avec en moyenne donc plus de la moitié des patients qui sont vus pour la première fois au cours de l'année, ce qui montre qu'il y a une augmentation permanente des besoins. Et en fait, ça, c'est vraiment un pourcentage qu'on retrouve chaque année. Et donc,
voilà, la file active se renouvelle de manière systématique. Et à noter également que là, enfin, ce chiffre de file active, il est finalement pour les patients que vous avez pu déclarer avec un dossier informatisé, avec enfin, voilà, tout ce qu'on connaît dans le RIMP, etc. Mais il y a plein d'actions que vous menez aussi en parallèle et qui sont plus difficiles finalement à faire rentrer dans la file active et qui sont plus difficiles à valoriser. Et donc, on estime, d'après l'ensemble de vos retours, qu'il y aurait 20% de cette file active à ajouter et à comptabiliser en plus des chiffres qui ont été remontés et que vous avez pu suivre à un moment donné au cours de l'année. Donc finalement, une activité qui est largement sous-estimée et sous-valorisée dans les rapports d'activité. Et c'est un peu tout l'enjeu aussi du rapport pyramide et du travail que nous, on essaye de faire avec la coordination, mais on pourra y revenir après sur ce sujet, mais d'arriver à valoriser au plus près finalement et de la manière la plus juste les actions que vous pouvez mener au quotidien. Concernant la typologie des publics, donc vous voyez qu'on est majoritairement sur une prise en charge d'hommes, donc à près de 60%, avec une part importante des personnes entre 26 et 45 ans. Ce qui est intéressant, c'est que l'an dernier, enfin en 2021, du coup, enfin l'année d'avant de ce rapport-là, on voyait que la part qui était la plus importante, c'était la part des 18-25 ans, en tout cas, qui prenait une place beaucoup plus importante que là, les données 2022. Donc, c'est vrai qu'il y a une évolution sur ce profil-là des patients qui est à noter. Alors, est-ce qu'on peut l'expliquer? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a vraiment un glissement au niveau des tranches d'âge sur l'année 2022. Concernant les actes, donc on est à près de 220 000 actes qui ont été réalisés au cours de l'année, avec également des groupes d'échange et plus de 16 000 réunions cliniques ou de synthèse qui ont été réalisées. Et donc vous voyez là sur le graphique, donc ça représente le nombre de patients ayant bénéficié d'actes par le MPP. Et donc globalement, on est entre 1 et 5 actes par patient. Et donc, on voit que finalement, le nombre d'actes au-delà de 6, cette proportion de patients qui auraient bénéficié d'actes de plus de 6 actes est finalement assez faible, ce qui est en lien avec le fait que le MPP n'a pas vocation à prendre en charge sur le long cours le patient. Mais voilà, on est vraiment sur de l'orientation et de l'évaluation. Et donc, évidemment, les actes, là, c'est tout professionnel confondu, ce qui peut aussi expliquer que quand il y a une prise en charge pluriprofessionnelle, on comptabilise plusieurs actes au même moment. Et donc, vous voyez là sur le graphique qui représente les professionnels qui réalisent l'acte, on est de manière générale sur un acte qui est réalisé par l'infirmier, mais aussi par les psychologues et les psychiatres en grande majorité, et avec également des acteurs sociaux qui peuvent dispenser des actes. Et concernant les diagnostics, donc dans 18% des cas, dans les données qui nous sont remontées, on n'a pas de diagnostic, ce qui ne signifie pas que ce soit un problème. On part du principe qu'il n'y avait pas forcément de diagnostic à faire et que, c'est ce qu'on a essayé de mettre dans le nouveau rapport pyramide. En fait, on a essayé de modifier quelques questions pour arriver à expliciter les raisons de ce type de données. Parce que c'est vrai que quand on a simplement l'information de 18% des cas pour lesquels on n'a pas de diagnostic, ça peut être intéressant pour nous de savoir pourquoi, même si on estime, enfin bien évidemment, on estime que c'est simplement qu'il n'y avait pas de besoin. Et donc pour les patients qui ont bénéficié de diagnostics, dans 75% des cas, on est sur des diagnostics qui sont liés à des maladies psychiatriques et avec un quart des diagnostics qui sont faits pour des maladies non psychiatriques. Et donc là, vous avez la répartition du nombre de diagnostics en moyenne par EMPP. Donc on a une variété de diagnostics qui sont réalisés, mais avec majoritairement donc, des troubles anxieux, mais également des diagnostics pour schizophrénie, addiction ou encore des troubles dépressifs. Et je crois que le docteur Mercuel avait quelques éléments à ajouter sur la manière dont on pouvait inscrire et remplir les diagnostics justement dans le rapport pyramide.
Oui, je pense que c'est important d'avoir cette information parce que ça donne des indications, notamment sur les types de pathologies que l'on rencontre et s'il faut éventuellement déployer certaines techniques ou certaines mesures. Je pense tout simplement à l'afflux de migrants que l'on rencontre sur certaines équipes et la nécessité que l'on se forme ou que l'on soit formé au stress post-traumatique, par exemple. Donc, s'il n'y a aucun diagnostic, on ne peut pas faire cette évaluation des besoins et de l'offre que l'on peut apporter. Alors, certaines équipes évoquent le fait qu'elles n'ont pas à mettre de diagnostic, que le diagnostic à la rue, c'est pas facile, etc. Bien sûr, mais nous sommes sollicités par des acteurs de première ligne la plupart du temps et qui nous sollicitent pour, j'allais dire, un diagnostic de recours. Et on peut tout à fait, que l'on soit assistant social, éducateur, psychologue, infirmier ou voire médecin, si on ne veut pas porter un diagnostic F, qui est un diagnostic qui peut être changé tous les jours si on le souhaite, hein, mais si on ne veut pas se porter sur le diagnostic F, on peut tout à fait mettre les diagnostics de recours. Et ils sont largement suffisants pour décrire la population que l'on rencontre, hein. Il y a par exemple, là je l'ai sous les yeux, une quinzaine de diagnostics entre hallucinations, troubles de l'humeur, agitation, tristesse, hostilité, violence, état de choc émotionnel, hygiène personnelle défectueuse, etc., bizarrerie. Bref, avec un diagnostic de recours, on peut arriver à cerner un petit peu le trouble que peut présenter la personne au moment où on la rencontre, quitte à ce que ce diagnostic soit affiné, voire modifié au fil des rencontres. Et donc, c'est très important pour les équipes de faire remonter, c'est-à-dire le Polaroid au moment où on a rencontré les personnes. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, c'était les quelques données que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc là, c'était sur les actions auprès des acteurs, des publics pardon, en situation de grande précarité. Mais on a également donc, les actions en direction des acteurs de première ligne qui sont également très nombreuses. Donc on a une variété hein, de types d'intervention des équipes, comme vous le savez très bien, avec donc près de 1300 partenaires qui ont bénéficié de permanence de la part des EMPP sur l'année 2022, que ce soit sous forme de permanence, d'intervention mobile ou d'intervention spécifique ou ponctuelle. Je suis désolée, il y a les précisions sur l'Occitanie, je pensais les avoir enlevées, mais parce que j'ai fait cette même présentation des données lors de la journée régionale des EMPP en Occitanie, mais le document n'a pas été enregistré en tant que tel. Donc vous avez là le détail pour la région Occitanie. Et donc, on a également les formations auprès des professionnels, et donc avec plus de 1400 demi-journées qui ont été réalisées au titre de la sensibilisation ou formation des acteurs de première ligne, et avec également donc, des réunions des partenaires qui portent sur la pratique des acteurs de première ligne, et enfin la participation à des groupes de travail ou des réunions institutionnelles, donc sur les sujets de la prise en charge des personnes en situation de grande précarité. Maintenant, je voulais vous présenter donc, le nouveau cahier des charges. Donc, vous l'avez vu, je pense. Il a été publié très récemment, donc pas plus tard que la semaine dernière. C'est le fruit d'un travail qui dure depuis plusieurs mois, voire années, puisque donc, on a lancé un groupe de travail en juillet 2022 sur le sujet. Pourquoi est-ce qu'on a lancé ce groupe de travail? Tout d'abord parce qu'il y avait un contexte particulier, donc bien évidemment avec la crise sanitaire qui a conduit à une précarisation croissante sur l'ensemble du territoire, mais également parce qu'on commençait à avoir plusieurs mesures dédiées aussi qui avaient pour objectif de renforcer les équipes, donc avec notamment la mesure 9, des renforcements dans le cadre du Ségur. Et en fait, on a constaté au fur et à mesure avec les remontées du terrain, donc on avait à la fois une augmentation du nombre d'équipes et en même temps des sollicitations qui étaient toujours plus nombreuses des équipes, donc avec notamment les sollicitations dans le cadre du Covid, dans le cadre de la prise en charge des réfugiés ukrainiens, etc.
Et donc, on a souhaité arriver un petit peu à faire le tri, si je puis dire, parmi l'ensemble des missions qui étaient demandées et arriver à mettre en cohérence les missions des équipes avec finalement votre activité actuelle. Et donc, pour rappel, la circulaire datée de 2005, voilà. Donc, on s'est dit que c'était important de pouvoir la réactualiser. Là, on a constitué un groupe de travail qui était composé d'administration centrale, d'ARS, de représentants de la Commission nationale de la psychiatrie, de coordinateurs régionaux des PAS et des EMPP, et également de professionnels de terrain, donc directement des professionnels qui travaillaient dans des équipes. C'est la structure du nouveau cahier des charges. Là encore, vous avez probablement pu y avoir accès. L'idée, c'était donc de revenir sur la définition des équipes, donc à la fois sur les publics pris en charge et sur les acteurs de première ligne, sur les missions aussi qui sont demandées aux équipes. Vous l'avez vu, on a fait la distinction entre des missions socles et des missions complémentaires, donc je reviendrai après sur le sujet. Ensuite, on a toute une partie sur l'organisation et le fonctionnement, où on vient insister sur la nécessité d'avoir une équipe pluridisciplinaire, sur l'implantation de l'équipe dans le territoire et sur la mise en œuvre de la coordination régionale. Et ensuite, on revient sur le financement des équipes, sur les indicateurs et l'importance de remplir le rapport pyramide. Et on a enfin rédigé une sorte de boîte à outils avec des documents qui nous semblaient importants pour pouvoir vous aider au quotidien. Donc, on a des documents qui sont plutôt des documents qui ont été réalisés au niveau national. On a des documents qui nous ont été partagés par certaines ARS. L'idée, c'est de mettre l'ensemble de ces outils sur le site internet du ministère qui est en cours de publication et auquel vous devriez avoir accès dans les jours qui suivent. Et l'idée, c'est de pouvoir réactualiser en permanence ce site avec de nouveaux outils. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter aussi si vous avez des outils que vous pensez pouvoir être intéressant à partager pour les autres équipes aussi. Nous, on peut tout à fait se faire le relais et les publier sur le site du ministère. Donc, aujourd'hui, je vais revenir simplement sur 3 points qui nous semblaient être les points majeurs de changement finalement dans le cadre du nouveau cahier des charges. Donc, il y avait à la fois la distinction entre mission socle et mission complémentaire, le renforcement de l'équipe socle et la mise en place d'une coordination au niveau national, avec 2 petits rappels qui nous semblaient quand même importants à réaliser. Donc, c'est-à-dire à la fois le rappel de la nécessité du caractère mobile des EMPP, parce qu'on sait qu'il y a certaines équipes qui ne l'étaient pas forcément. Et donc, nous, ça nous a semblé intéressant de revenir sur cet aspect-là. Et également la nécessité d'intervenir à la fois auprès des publics précaires et auprès des acteurs de première ligne. L'idée n'était pas du tout de mettre un minimum en termes d'heures ou en termes d'intervention pour chacune de ces 2 missions, mais de rappeler que la philosophie des EMPP était vraiment de pouvoir intervenir sur ces 2 pans. Donc, sur la distinction entre mission socle et mission complémentaire, l'idée, c'était de pouvoir identifier les missions qui nous semblaient absolument nécessaires et à réaliser pour chacune des équipes avec un temps minimal d'équipe. Je reviendrai après sur cette composition d'équipe. Et ensuite, d'avoir des missions complémentaires qui pourraient être réalisées si jamais l'équipe en était capable en fonction de sa composition, du temps qu'elle pouvait libérer pour d'autres missions. Donc, on a distingué les missions socles auprès des publics précaires. Donc là, on va avoir les entretiens individuels, l'accueil, l'orientation et l'accompagnement vers des prises en charge de droit commun, ainsi que les prises en charge dans le cadre de groupes d'échange ou de parole et d'ateliers thérapeutiques. Comment se font ces actions? Donc, on a distingué différentes modalités. On a à la fois les permanences dans des lieux sociaux et médico-sociaux. On a des interventions mobiles, bien évidemment. Parfois de l'accueil dans les locaux de l'EMPP quand c'est possible, en fonction de l'organisation que vous avez choisie dans votre établissement ou sur votre territoire. Et on a intégré également le fait de pouvoir se déplacer en cas de besoin au domicile du patient. Ça a été une grosse discussion dans le cadre du groupe de travail. Et on s'est rendu compte que la notion de précarité pouvait être très différente en fonction du territoire qui était
qui étaient couverts, avec, par exemple, dans les territoires ruraux, des personnes qui très souvent avaient un domicile, mais qui, pour autant, pour des raisons diverses et variées, étaient en situation de grande précarité, que ce soit par rapport à leur travail, par rapport à leur situation familiale, etc. Et donc, il y avait quand même la nécessité de venir intégrer cette possibilité d'action et d'intervention au domicile du patient. Et donc, bien évidemment, les possibilités d'intervention via la télémédecine également. Et donc là, les actions socles donc, auprès des acteurs de première ligne. Donc, nous avons le soutien des équipes de première ligne avec de l'information, du conseil, des actions de sensibilisation sur les problématiques liées à la précarité, des échanges et des analyses de pratiques ainsi que des interventions conjointes. On a décidé de ne pas mettre la formation dans les missions socles auprès des acteurs de première ligne. Pourquoi ? Parce que ça nous semblait être une mission extrêmement chronophage qui par ailleurs nécessite, pour être formateur, d'être soi-même formé en la matière. Et on se rendait compte qu'on avait énormément de demandes des acteurs de première ligne auprès des EMPP pour justement réaliser ce type de formation. Et parfois, les équipes n'étaient pas en mesure de les assurer ou de pouvoir dire non. Donc, on a mis cette mission de formation plutôt dans les missions complémentaires. Et donc là, on choisit de parler davantage d'actions de sensibilisation. Et pour les modalités, on a également ajouté la possibilité de le faire à distance, ce qui paraissait plutôt logique. Et donc, dans les missions complémentaires, on a répété donc, que ces missions peuvent être réalisées à condition que les missions socles soient assurées. L'idée, c'était donc d'avoir la supervision des équipes de première ligne, des actions dédiées à des thématiques spécifiques. Là, on fait référence en fait au fait que certaines équipes se soient un petit peu spécialisées au fil des années, que ce soit sur des publics spécifiques, donc par exemple les enfants et les adolescents, sur certaines prises en charge, donc comme en addicto. Et nous, on a voulu rappeler que le MPP a vocation à prendre en charge un public général dans sa globalité. Si par ailleurs, l'équipe dispose de temps supplémentaires pour pouvoir faire un petit peu des focus et prendre en charge plus spécifiquement certaines populations, certaines pathologies, etc. Il n'y a pas de souci. Mais l'idée n'est pas d'avoir des EMPP qui soient spécialisés sur l'ensemble du territoire, parce que ce n'est pas la vocation première des équipes. Donc, on a souhaité rappeler ça. On a également dans les missions complémentaires l'orientation des publics cibles vers le dispositif d'appartement de coordination thérapeutique Un chez soi d'abord. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, la possibilité de dispenser des formations en cas de besoin et en fonction des demandes de la part des acteurs. Concernant donc, le renforcement de l'équipe socle, dans la précédente circulaire, on avait déjà une équipe socle qui avait été définie à minima avec 3 professionnels qui étaient mentionnés. Là, on a souhaité pouvoir étoffer cette équipe. L'équipe SOC doit être composée, à notre sens, à minima de 0,2 ETP médical de psychiatre, d'1,5 ETP d'infirmier, d'un ETP psychologue et d'un 0,2 ETP secrétariat. Et on a estimé cette composition d'équipe à 194 000 €. Pour nous, c'est vraiment un montant plancher. L'idée, c'est pas du tout de valoriser vers le bas l'activité et le financement des équipes. Bien au contraire, c'était de pouvoir donner des outils à des équipes qui seraient sous-dotées en la matière et de pouvoir venir justifier d'une demande de crédit ou d'une demande d'embauche pour pouvoir assurer, entre guillemets, le minimum vital pour pouvoir fonctionner correctement. Ce qui n'empêche pas, bien évidemment, d'avoir d'autres professionnels et au plus l'équipe est étoffée, au mieux c'est. Et donc, c'est pour ça qu'on rappelle aussi dans le cahier des charges que les équipes peuvent être composées, bien évidemment, de professionnels formés aux questions transculturelles, de médiateurs de santé, de pères aidants, d'interprètes, parfois d'éducateurs. Les possibilités sont multiples. Mais on a pensé que c'était important d'avoir cette équipe socle. Et donc, le troisième point sur lequel je voulais revenir aujourd'hui, c'est la mise en place d'une coordination au niveau national. Cette coordination, elle s'est inspirée tout bonnement de ce qui se fait sur les PASS, puisqu'on a déjà une coordination qui est effective depuis un petit moment maintenant sur les PASS. L'idée, en fait, c'est d'avoir une référente donc, au niveau national. Donc, moi, je suis la référente au niveau de la DGOS et au niveau du ministère. Et on a des réunions tous les mois avec l'ensemble des coordonnateurs au niveau régional.
Donc pour le moment, on n'a pas de coordonnateur dans l'ensemble des régions, dans une grande partie, mais ce n'est pas encore dans toutes. Et donc ça a été aussi l'objet de l'instruction qu'on a publiée au mois de juin, où on a délégué des crédits pour demander aux ARS de faire les recrutements nécessaires pour que l'on puisse avoir un coordonnateur par région. Ce qui nous permet derrière donc d'avoir des réunions mensuelles au cours desquelles on aborde tout un tas de sujets. Donc soit ça va être des points qui viennent plutôt du côté national, mais le plus souvent ce sont des besoins et des thématiques qui nous sont remontés directement par les coordonnateurs de vos régions. Et donc ensuite on travaille ensemble à la production d'outils, à la production de notices pour vous appuyer. Donc par exemple, là vous verrez dans les prochains jours sur le site lorsqu'il sera publié, on a travaillé à une notice pour vous aider à remplir le rapport pyramide parce qu'on avait certaines questions sur lesquelles on avait souvent des remarques qui nous étaient faites, ou parfois l'interprétation pouvait porter à confusion. Donc on a rédigé cette notice-là. On va travailler aussi à des fiches de poste, on va travailler à des fiches sur le circuit de médicaments. Enfin, il y a tout un tas de sujets sur lesquels on va pouvoir travailler. Et l'idée, ce serait que vous puissiez aussi, vous, nous faire remonter vos besoins sur le terrain, que vous les fassiez remonter à vos coordonnateurs, qui par la suite nous les feront remonter et on pourra ensuite travailler donc, ces sujets-là au moment de nos réunions. Et pourquoi pas aussi donc, un guide à destination des professionnels des EMPP. Enfin, vraiment, les possibilités sont tout à fait multiples sur le sujet. Donc, concernant les textes qui ont été publiés, donc, je vous le disais, on a eu une instruction et un cahier des charges qui ont été publiés au mois de juin. On a eu une délégation de crédit qui a accompagné cette publication de texte. On a obtenu 3,7 millions d'euros. Donc ça, c'était des crédits qui ont été obtenus dans le cadre du pacte des solidarités, puisqu'il y avait une mesure donc, dans ce nouveau pacte qui est sur 2024-2028, il me semble, 2023-2027, je ne sais plus, et qui visait en fait le renforcement de l'intervention des équipes à la rue, donc dont faisaient partie les EMPP. La manière dont on a fléché, nous, les crédits, on a demandé d'abord, dans les régions pour lesquelles il n'y avait pas de coordination, de procéder au recrutement du poste de coordinateur et par la suite, avec les crédits restants, de renforcer les équipes sur le territoire. Mais dans les régions pour lesquelles il y aurait d'ores et déjà des coordonnateurs, les crédits peuvent aller directement au renforcement des équipes. On espère avoir d'autres crédits en 2025. Pour le moment, on n'a pas la réponse sur les demandes qui ont été réalisées. Mais normalement, c'est une mesure qui se fait avec une montée en charge sur l'année suivante. Et donc, comme je vous le disais, également la publication de la boîte à outils sur le site du ministère, on devrait pouvoir vous la partager dès la semaine prochaine si tout se passe bien. Et maintenant, on voulait profiter de ce webinaire pour pouvoir vous présenter les coordonnateurs qui travaillent donc avec nous et avec vous, surtout au quotidien, pour faire un petit tour de table sur l'ensemble des coordonnateurs qui travaillent aujourd'hui sur le sujet. Donc pour la région Bretagne, Aurélie, si tu veux te présenter. Je ne sais pas si Aurélie est connectée. Je crois qu'Aurélie n'est pas connectée. N'est pas connectée. Donc Aurélie Lerue pour la région Bretagne, donc, qui est la coordinatrice. Pour l'Île-de-France, Barbara et Alain. Oui, bonjour, Barbara Bertini. Je suis coordinatrice régionale des PASS depuis 10 ans et avec le docteur Alain Merquel, coordinatrice des MPP depuis 4 ans. Merci. Mathilde, bonjour à tous, Mathilde Leroy, la coordination régionale des PASS depuis 2 ans et des EMPP depuis très peu de temps. Merci. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, bonjour à tous. Je suis Elisabeth Keguet, donc sur la coordination des dispositifs PASS sur la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2012 et récemment, effectivement, sur la coordination des EMPP depuis l'arrivée de notre collègue Fabien Huzel en avril 2024. Et bonjour, Marie Genin, donc à la coordination régionale des PASS et des EMPP pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Et je ne sais pas si Fabien est connecté. Et bonjour, si je suis connecté, bonjour à tout le monde. J'ai juste ma caméra qui n'est pas connectée, mais effectivement, j'ai rejoint l'équipe Auvergne-Rhône-Alpes en avril, dans le cadre de l'ajout des missions de coordination des EMPP. Donc, nous avons réparti la région Auvergne-Rhône-Alpes en 3 départements. Donc, les équipes concernées sont plus ou moins toutes au courant maintenant, mais voilà, du coup, nous sommes 3 sur la région. Merci beaucoup. Pour la Corse, Aude? Bonjour, donc Aude Répond, je suis coordinatrice régionale pour les passes et EMPP en Corse et le poste a été créé tout récemment, fin 2023. Merci. Je ne sais pas si Doina est présente pour la Nouvelle-Aquitaine. Je ne pense pas. De toute façon, on vous transmettra ensuite l'ensemble des coordonnées des coordonnateurs et coordinatrices. Et donc pour la région Occitanie. Bonjour, Élodie Tarret, donc coordinatrice Occitanie pour l'ex-Midi-Pyrénées. On est 2 avec Isabelle qui va se présenter. Et on a effectivement la double casquette PASS et EMPP. Voilà, EMPP depuis 2019. Bonjour, donc Isabelle Benbouabi, donc coordinatrice, on va dire, sur l'Occitanie, sur la partie Est, ex-Languedoc-Roussillon, et donc sur le poste depuis 2021. Et comme l'a dit Élodie, la coordination des EMPP existe depuis 2019, a été associée à celle des PASS. Simplement, Emma, dans le chat, il y a une question. Il est demandé s'il est possible de présenter les fonctions des coordonnateurs. Bien sûr. Peut-être que ça peut... En fait, après, on va avoir un petit focus qui est fait sur la coordination au niveau Occitanie. Donc, ça peut être pour vous l'occasion de présenter de manière concrète ce que vous faites au quotidien. Mais l'idée, c'est de... en fait, l'ensemble des coordonnateurs ne sont pas rattachés aux ARS forcément. C'est vraiment d'avoir des personnes qui sont identifiées, qui vous accompagnent au quotidien, donc sur le terrain, sur des situations difficiles, pour tout ce qui est aussi l'aspect communication, organisation de journées, d'événements qui rassemblent donc soit les EMPP, soit les PASS, soit l'ensemble des dispositifs, des personnes qui vont pouvoir vous accompagner dans la réalisation de vos comités de suivi, de vos comités de partenariat, dans la réalisation d'outils aussi qui peuvent vous aider au quotidien. Il y a vraiment tout un tas de missions, mais je pense que les coordinatrices en parleront mieux que moi. Mais c'est des postes qui sont extrêmement variés dans les missions qui leur sont demandées. Pardon, Emma, est-ce que tu m'entends? Oui, vas-y Doina. Ah oui, c'est Doina. Je peux encore me présenter? J'avais un problème de micro. Oui, donc pardon, excusez-moi. Bonjour à toutes et tous. Doina Sguranu, coordinatrice EMPP uniquement pour la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est une originalité pour l'instant. On verra pour la création des autres postes de coordinateur, coordinatrice EMPP, parce que mes autres collègues sont aussi ont la casquette PASS pour la plupart. Donc, voilà, un poste depuis maintenant 1 an. Et donc, ça fait le lien avec... Barbara, tu voulais prendre la parole? Oui, il y a une question dans le chat. Quelles sont nos compétences respectives? Donc, peut-être on peut refaire un rapide tour de table pour expliquer nos compétences. Bien sûr. Tu veux commencer? Oui, je commence. Donc, moi, je suis anthropologue de la santé et, voilà. Et depuis très, très longtemps dans les domaines de la santé publique à l'international. Depuis 10 ans, coordinatrice des PASS, mise à disposition de l'ARS Île-de-France, également rattachée au PRAPS. Alain? Voilà, j'ai branché le micro, oui. Alain Mercuel, je suis psychiatre et je coordonne de façon informelle les EMPP d'Île-de-France depuis 2008 et de façon beaucoup plus formelle depuis 2013, avec des missions bien définies par les différents DG qui se sont succédés. Voilà, et qui correspondent à peu près à ce qu'on fait tous en tant que coordinateur, d'essayer
d'avoir une harmonisation des pratiques, de voir comment, malgré nos différences géopopulationnelles, on peut avoir quand même une unité d'action, de thèmes, de lieux, un peu comme la dramaturgie grecque. Voilà. Merci. Moi, si je reprends un petit peu le tour de table, Mathilde. Mathilde pour Grand Est, je ne sais pas si tu nous entends. C'est bon. Je disais que je me permets de rebondir sur la conversation et notamment le commentaire de Madame Yebo, Sophie, hein, ARS, qui notifie la nécessité de renforcer la coordination EMPP. Donc voilà, au niveau de mon profil, moi plutôt donc coordination PASS avec une expérience donc chargée de mission à la coordination des PASS avec une expérience sociale en service hospitalier, établissement de santé. Voilà. Merci. Oui, en Grand Est, on n'est pas encore sur une coordination des EMPP en tant que telle, hein. On s'est réunis avec notre service d'OS là, pour voir comment on pouvait la mettre en place, parce qu'effectivement, la charge de travail de la coordination des PASS ne va pas permettre de prendre les deux coordinations en même temps. Surtout que nous, on part de vraiment zéro avec des EMPP qui sont pas forcément déployés sur tous les territoires comme on le voudrait. Donc voilà, du coup, en Grand Est, c'est encore un peu les prémices, mais ça va venir. Merci beaucoup. Doina, si tu veux présenter ton profil. Ah, mon profil, il est très spécifique, il est très spécial. C'est-à-dire que je viens de plutôt, donc j'ai une expérience clinique de plus de 10 ans en tant qu'interprète à l'EMPP de Bordeaux. Et étant diplômée de Sciences Po, donc j'ai pu un management des services publics, organisation de services publics, j'ai pu déposer ma candidature pour ce poste qui m'a intéressé beaucoup. Donc, je déploie depuis un an les liens avec les MPP en allant visiter en rencontrant toutes les équipes plutôt, en mettant en place des actions, en m'impliquant sur tous les axes qui sont nombreux de ce poste. J'ai envoyé ma fiche de poste à Emma. Donc voilà, on a 20 équipes dans la région Nouvelle-Aquitaine, des équipes très motivées, très compétentes. Il y en a qu'il faut renforcer un peu, on va voir, qui déploient des actions des fois originales mais très efficaces. Voilà. Merci. En ARA, si vous voulez là aussi revenir un petit peu sur vos profils. Alors, je prends la suite, Elisabeth Pléguet. Donc, moi, j'ai une formation d'assistante sociale diplômée d'État. J'ai travaillé essentiellement en milieu sanitaire, puisque j'ai travaillé les 12 premières années en psychiatrie de secteur adulte. J'ai ensuite occupé le poste de coordinatrice sur un réseau qui s'appelle le réseau social rue Hôpital sur Lyon, qui coordonnait donc l'activité d'une passe mobile et différentes structures de soins en lien avec la précarité, dont une EMPP. Et puis, j'ai en parallèle fait un master de socio-anthropologie. Et donc, effectivement, j'ai postulé en 2012 sur ce poste de coordination des passes d'abord, qui me paraissait très intéressant. Donc, pour ce qui me concerne, Marie Jeunin, moi j'ai un profil travailleur social avec un double master en sciences politiques, dont l'un en politique publique de santé, et puis diverses expériences professionnelles, mais je ne vais pas forcément m'étaler. Mais pour répondre à une question dans le chat, qu'est-ce qui nous nomme? En fait, c'est plutôt des offres d'emploi qui émanent des ARS auxquelles on a postulé. Fabien, est-ce que tu veux... Je suis encore un petit peu là. Après, je vais devoir vous quitter parce que j'arrive sur une autre visite. Je suis désolé. Oui, le profil est similaire à Marie et Elisabeth de notre côté en Auvergne-Rhône-Alpes. Moi, je suis éducateur spécialisé de formation initiale avec un parcours professionnel plutôt très axé sur les personnes en situation de précarité, que ce soit en accueil de jour, en CHRS, en addicto, que j'ai également complété un peu plus tard
par un master en analyse et conception de l'intervention sociale à Lyon, et voilà, et qui m'a amené petit à petit à vouloir travailler sur ces questions-là à un autre niveau que celui que j'opérais avant sur le terrain. En gros, voilà, on a un profil un peu, je crois, similaire tous les trois sur Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Aude, tu peux prendre la Oui, suite? alors moi j'ai un profil plutôt sciences sociales universitaires et master en gestion de projet dans le développement social. Et puis j'ai travaillé durant les 15 dernières années dans les champs de la santé précarité, plutôt dans le secteur associatif en responsabilité de programme et ou d'équipe, voilà, avec un peu une spécialité sur la santé communautaire, la médiation en santé et puis dans l'accès aux soins des personnes les plus précaires. Voilà. Merci. Et Élodie, Isabelle, je ne sais pas si je vous laisse directement... Enfin, je passe au slide suivant pour que vous puissiez présenter aussi la coordination. Tout à fait, ouais. On fait comme ça. Bien, donc en fait, dans la mesure où la coordination régionale des EMPP en Occitanie est un petit peu la plus ancienne, hein, puisqu'elle a été mise en place en 2019, hein. Donc on va vous présenter brièvement voilà ce que l'on fait. Donc pour me présenter moi en tant que coordinatrice, je suis issue de la filière sociale, hein, et avec un double master également, dont un en gestion des institutions sanitaires et sociales. Et avant de prendre le poste sur la coordination, j'étais cadre supérieur socio-éducatif en responsabilité d'un service social sur un établissement de santé. Et comme il était dit tout à l'heure, nous ne sommes pas nécessairement rattachés aux ARS. Pour ce qui nous concerne, Élodie et moi, nous sommes rattachés à des établissements de santé. Voilà. Pour ma part, je suis sur le centre hospitalier de Béziers et Élodie, donc, sur l'hôpital Joseph Ducoing à Toulouse. Tu veux en profiter, Élodie, pour te présenter dans ton parcours, pour qu'on poursuive après? Oui, ça marche. Oui, du coup, moi, j'ai un profil plutôt coordination de projet. J'ai fait un master de développement économique et social. Et j'ai travaillé 8 ans dans l'humanitaire et je suis devenue ensuite infirmière. Donc, voilà, profil infirmière. Voilà. Et pour compléter aussi la question qui a été posée, nous, l'ARS a fait un appel à manifestation d'intérêt auprès des établissements. Alors, à l'époque, juste pour la coordination des passes. Et voilà, nos 2 établissements, donc le centre hospitalier de Béziers et l'hôpital Joseph Ducoing, ont postulé. Et voilà, et suite à ça, nos prédécesseurs avaient porté le projet d'avoir cette double casquette passe EMPP qui nous semblait pertinent et on va faire le lien par la suite. Bien, je poursuis. Donc, du coup, c'est vrai que 2019, création de la coordination des EMPP sur notre région et le double choix a été porté pour donner du sens aussi à la priorité d'action de l'époque du numéro 3 du PRAPS 2018-2022, qui était donc d'associer ces 2 coordinations pour permettre de porter une approche globale de la santé, tant du point de vue somatique que psychique, voilà, des personnes en situation de précarité, voire de grande précarité. Donc pour l'équipe, voilà, nous sommes toutes les 2 et il existe également un poste d'assistante à la coordination à hauteur d'un mi-temps, mais qui à ce jour n'est pas pourvu. Sur l'Occitanie, donc, nous allons vous présenter les 3 grandes orientations sur lesquelles nous travaillons. Alors, à droite, voilà, c'est la carte de notre région et en rose, ce sont les EMPP. Donc, nous avons 16 EMPP, 13 départements, ce qui sous-tend que sur certains départements, il y a plusieurs EMPP, notamment dans le Gard, dans l'Hérault et la Haute-Garonne. Voilà. Donc, en fait, notre rôle est principalement d'accompagner les équipes dans leur structuration et leurs organisations. On les soutient dans la création d'outils, on va dire, pour améliorer leur lisibilité et la visibilité de leur mission. Voilà. Il y a eu plus particulièrement ces 2 dernières années 2 accompagnements spécifiques, puisqu'il y a eu la création de 2 nouvelles EMPP, l'une dans le Gers et la seconde dans l'Aveyron. Et avec la parution donc, du nouveau cahier des charges qu'Emma vous a présenté,
Donc, nous allons accompagner les équipes pour les encourager à pouvoir se mettre en conformité avec le nouveau cahier des charges qui a été donc publié récemment. Voilà. Élodie, je te laisse poursuivre. Oui, donc pour vous présenter un peu rapidement les missions de notre coordination, en tout cas qu'on s'est fixé. On a également un rôle d'appui, de coordination et d'échange de pratiques inter-EMPP. On y tient beaucoup parce que c'est ce qui permet vraiment de faire le lien à des équipes qui peuvent parfois être un peu isolées dans leur pratique. Donc, on a développé des outils de communication avec une lettre d'information mensuelle donc qu'on destine aux PASS, aux EMPP et à nos partenaires les plus courants. On a une plateforme d'échange et de partage d'informations via un SharePoint qui est hébergé par l'ARS, voilà, pour poster toutes les informations utiles qu'on peut répercuter dans nos lettres d'information, mais pas que, avec les rapports d'activité, voilà, des outils du quotidien ou ponctuels, mais qui peuvent être utiles aux équipes. Parallèlement à ça, on organise des temps forts et des échanges. Donc, ça peut être au niveau départemental, interdépartemental ou régional. Donc là, on organise depuis l'année dernière des ateliers thématiques sur l'heure entre midi et 2. Voilà, des thématiques qui nous sont proposées, qui viennent du terrain. Et donc, charge à nous après de trouver des intervenants pour permettre un petit peu ce pas de côté sur les pratiques. Et une fois par an, on organise des journées d'échange régionales à destination des professionnels des EMPP. Et depuis l'année dernière, une année sur deux, on a décidé d'organiser une journée d'échange régionale PASS EMPP justement pour renforcer ces liens et travailler à la coordination et qu'il peut y avoir autour de la prise en charge de patients communs. Voilà, donc c'est des journées qu'on instaure tous les ans. Au niveau régional et national, on a une mission la mission de contribuer à la connaissance des problématiques liées à la précarité. Voilà, donc au niveau régional, ça se traduit par le renforcement de liens avec les institutions au niveau régional et le développement du réseau. On travaille beaucoup sur la visibilité des EMPP au sein des dispositifs de coordination, donc avec les tout récents DAC et CPTS. Mais aussi l'articulation qu'il peut y avoir avec voilà, les nouvelles équipes qu'il y a eu MSP, MSS, pour voir un peu comment s'articuler, se positionner les uns par rapport aux autres. On a une mission d'accompagnement des EMPP dans le remplissage de l'outil pyramide qui est assez central et qui permet une analyse globale plus précise des difficultés et des publics. Et on a une démonstration au niveau national comment ça pouvait se traduire. Donc là, l'idée, c'est aussi de les accompagner à développer l'aspect qualitatif des rapports d'activité pour qu'ils puissent avoir un suivi et permettre de voir aussi l'évolution des équipes et puis évaluer aussi leurs besoins à terme lorsque l'activité se développe, par exemple. Enfin, là, cette année, on a eu un accompagnement un peu spécifique au déploiement des psychologues de mesure 9 en Occitanie. Le choix était de donner la priorité de ce rattachement aux EMPP. C'est pourquoi ils nous avaient, même si on n'a pas c'est de la coordination de ces psychologues en tant que tels, mais néanmoins, comme ils sont rattachés aux équipes qu'on coordonne, on a créé un temps cette année pour qu'ils puissent se rencontrer et pour voir un petit peu justement comment s'articuler aussi par rapport à l'EMPP. Et quand ce n'était pas le cas, quand ils ne sont pas rattachés aux EMPP, comment aussi travailler avec, sachant qu'ils peuvent intervenir sur des endroits où les EMPP pouvaient au préalable intervenir. Et pour finir, mais je vais aller vite là-dessus parce qu'on en a déjà parlé, on a donc le suivi des dossiers prioritaires au niveau national. Donc, on a pu contribuer à des groupes de travail tels que celui qui a été présenté concernant le cahier des charges des EMPP, mais également, on a pu participer à la coordination. On participe à la coordination nationale des EMPP, toute récente depuis 2024. Voilà, c'était pour vous donner un peu une idée des grandes directions sur lesquelles la coordination peut apporter son support. Merci beaucoup à toutes les deux.
Ensuite, donc là, dans le diapo, vous avez l'annuaire avec les contacts de l'ensemble des coordinateurs qui se sont présentés aujourd'hui. Le support, enfin, ça a été dit dans la conversation, mais le support vous sera partagé. Je vois aussi une question de Madame Ringler, ainsi que les fiches de poste des coordos pourront aussi être partagées. Cet annuaire sera également mis en ligne sur le site du ministère. Là, on a remis la carte avec le nombre des EMPP pour chacune des régions. Et on voulait également vous rappeler que la prochaine journée nationale des EMPP aura lieu cette fois à Lyon, le 7 février prochain, donc 2025. Les invitations et les informations vous seront communiquées par la suite, mais vous pouvez d'ores et déjà noter la date. Je ne sais pas si vous avez des questions. On a une petite demi-heure. Bonjour. Oui. Moi, attendez, je vais mettre la caméra. Est-ce que vous pouvez juste lever la main pour qu'ensuite on puisse vous interroger si jamais vous êtes plusieurs? Mais allez-y, je vous en prie. Hop, pardon, bonjour. Excusez-moi, je n'avais pas levé la main, je suis désolé. Raphaël Alluin, donc conseiller médical à DT 54. Donc moi j'ai une question par rapport à ce qui a pu être évoqué dans les chats et ce qui est vrai vu le public ciblé des EMPP. Quid des frais d'interprétariat, parce qu'ils peuvent être assez conséquents et peser sur les équipes. Et deuxième question un peu en lien, est-ce que certaines des EMPP présentes ici ont des exemples de partenariats avec des équipes mobiles interculturelles ou des équipes mobiles d'ethnopsychiatrie? Je sais qu'il n'y en a pas partout sur le territoire, mais il y a certains endroits qui en ont. Donc est-ce que les EMPP travaillent localement avec ces équipes-là? Merci. Emma, s'il te plaît, tu peux enlever les PowerPoint, comme ça on voit les mains levées. Ok. Merci. Peut-être pour répondre juste sur la première partie de votre question, effectivement, on n'a pas de mesure pour l'instant, enfin de crédit dédié au financement de l'interprétariat. En tout cas pour les EMPP, on est tout à fait conscient que ça représente un coût important. Après, là, dans les crédits qui ont été délégués, on n'a pas d'indication particulière sur la manière dont ces crédits doivent être délégués, si ce n'est pour le financement des postes de coordo. Donc après, ça peut tout à fait être utilisé pour renforcer les compétences d'interprétariat. Après, je sais aussi que cette question, elle revient souvent. Et dans le cadre de la dernière journée nationale des EMPP, avait été partagé tout un tas d'outils qui pouvaient être assez peu chers et utiles pour les équipes. Alors, toutes les équipes ne sont pas d'accord sur ces outils. Je pense notamment à un boîtier qui avait été mentionné, je crois qu'il coûtait 400 €, qui permettait d'aider à l'interprétariat. Voilà, là encore, il n'y avait pas forcément de consensus sur le sujet, mais je pense qu'il y a différentes pistes, en tout cas, pour avoir accès à cet interprétariat. À propos de, c'est Isabelle Benbovid, à propos des fonds dédiés, là, les 3,7 millions d'euros, il y a une question dans le chat concernant la répartition dans chaque région. Est-ce qu'on a des éléments d'éclairage? Oui, alors donc ces crédits ont été délégués dans un compartiment qui est le compartiment de la dotation populationnelle. En fait, on a un nouveau modèle de financement en psychiatrie qui est constitué de 8 compartiments distincts, le plus important étant celui de la dotation populationnelle, en tout cas pour les établissements publics. Et donc l'idée, c'est que nous, au niveau national, on va déléguer ces mesures dans cette espèce de gros bloc de dotation populationnelle. Et ensuite, il y a une répartition qui est faite au niveau des ARS en fonction de tout un tas de critères, donc sur la population, il y a un critère sur le taux de précarité, etc. Et donc l'ARS va recevoir un bloc de dotation populationnelle, mais va aussi avoir accès à un détail mesure par mesure au niveau régional. Donc ça, au niveau des ARS, normalement, vous devez avoir accès. Il y a un SharePoint qui a été mis à disposition où vous pouvez avoir accès directement à la répartition des crédits sur cette mesure-là. Et si vous n'avez pas accès, n'hésitez pas à revenir vers moi, je pourrais vous transférer ce lien. Monsieur Bou, je ne sais pas si c'est une ancienne main levée. Oui, bonjour, David Bohu, Kit Mobile du Lot. Moi, j'ai une question un peu technique concernant les actes.
Je voulais savoir comment faisaient mes collègues donc, qui relèvent des actes, puisque les actes sont forcément liés à un nom dans un des pays. Donc, à savoir que les personnes ont donné leur consentement aux soins pour pouvoir créer un DPI. À moins qu'il y ait un autre système, puisque nous, on voit des gens qui n'acceptent pas les soins, à moins qu'ils aient trouvé un autre système technique pour pouvoir relever ces actes sans que ça soit rattaché nominativement à une personne qui a donné son consentement ou qui a eu les infos droits avec une identito-vigilance et tout ça et tout ça. Voilà. Moi, je peux vous répondre en tous les cas en ce qui concerne Paris Intramuros et la position du DIM sur l'établissement du GHU. Les textes sont très clairs. Pour ouvrir un dossier qui appartient au patient, il lui faut simplement une information. Mais il ne peut pas s'opposer au fait qu'on ouvre un dossier. Au sens où voilà, quelqu'un qui arrive aux urgences dans un état confusionnel, on ne va pas attendre qu'il sorte de sa confusion ou de son coma pour ouvrir un dossier médical. Donc, soit c'est la personne de confiance qui est informée, soit c'est un tiers, soit c'est le patient lui-même s'il n'y a personne autour. Et donc, on ouvre un dossier, on dit à la personne et on lui donne toute l'information complète sur son dossier qui lui appartient et pour lequel elle peut avoir une photocopie quand elle vient dans les locaux de l'EMPP. Ce qui me permet par ailleurs de rappeler qu'il y a des actes de gare et il y a des actes dans la communauté. Et donc, on cote les actes de gare et on cote les actes dans la communauté quand on n'a pas rencontré la personne. Donc, on peut tout à fait avoir un signalement sans avoir de contact avec la personne. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas ouvrir un dossier. Il faut avoir rencontré la personne et lui avoir informé qu'un dossier médical allait être ouvert à son nom. D'accord. Je vous remercie beaucoup de ces informations et j'aimerais bien que le DIM de mon hôpital puisse avoir cette information-là parce que pour l'instant, en tout cas, c'est quelque chose de très freinant sur notre institution. Il peut contacter le DIM du GHU et qui lui tiendra ce discours de DIM à DIM. Oui, voilà. Merci beaucoup pour la réponse. Et puis, puisque j'ai la parole, il y avait une question sur les locaux. Le nouveau cahier des charges mentionne bien que l'établissement porteur de l'EMPP doit fournir des locaux pour l'EMPP. Et donc, s'il y a des équipes enfin des directions qui refusent d'offrir des locaux, ça peut poser problème quand même. Alors après, c'est l'accueil des patients dans ces locaux. Il faut que ces locaux offrent les mêmes sécurités, les mêmes accès, etc. Donc, que pour des patients, j'allais dire, non précaires. Merci. Il y avait une question du docteur Vanel. Oui, bonjour. Merci. Oui, une question concernant la formation des EMPP. Est-ce que justement la coordination peut faciliter les demandes de formation collective, puisqu'on parlait tout à l'heure du psychotrauma par exemple. Là, on est amené chacun à se former de son côté, les infirmiers en formation continue, les médecins sur des autres modalités de formation, parfois en individuel. Et je me dis, ce serait une bonne chose qu'on puisse avoir des pools de formation au sein d'une région sur une thématique commune. Voilà, d'avoir des formateurs mis à disposition, reconnus compétents en matière de précarité, et puis voilà, et comment les financer. Merci. Je ne sais pas si au niveau des coordos, ce sont des pratiques qui ont déjà été... Il y a un petit écho. Alors, si je peux me permettre de prendre la parole, oui, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, effectivement, on fait un travail avec le Centre régional de psychotrauma pour accompagner effectivement des formations sur le psychotrauma et les développer et en lien avec effectivement le soutien aux équipes modules psychiatrie précarité. Merci. En Occitanie, on relaie, on va dire, toutes les informations qui nous parviennent et qui peuvent être pertinentes en termes de formation pour les équipes.
Pour autant, c'est vrai que la formation reste de la compétence de l'établissement support, hein. Donc, on n'a pas de moyens spécifiques au niveau cordeau pour accompagner, on va dire, de manière économique la mise en place de formations éventuelles. Oui, je confirme également au niveau de la région Île-de-France, la formation, ça fait partie de la formation continue. Donc, sur les rapports d'activité à pyramide, on demande justement aux équipes les formations qu'elles ont délivrées et les formations auxquelles ont pu participer et pour monter en compétences. Donc, c'est vraiment une ressource extrêmement intéressante, ces rapports d'activité, parce qu'elle permet au niveau de chaque région de voir les équipes MPP sur quels sujets sont amenés à se former, à monter en compétences. Au niveau des coordinations régionales, l'idée, c'est par exemple d'organiser un webinaire une fois par mois. Alors, nous, en région Île-de-France, on mélange MPP et PASS sur des sujets d'actualité. Donc, ça peut être les psychotraumas, ça peut être la nouvelle loi Asile et Migration, l'impact, les dispositifs de soins urgents et vitaux, la supervision. Donc, voilà. Donc, au niveau des coordinations, c'est plutôt des informations. Les Jeux olympiques. C'est plutôt des séances d'information, sensibilisation, faisant intervenir des intervenants externes et aussi d'échange des pratiques. Mais la formation continue, ça c'est au niveau des établissements. Et j'en profite pour rebondir sur les nombreuses questions concernant l'interprétariat. On rappelle au passage que les droits d'être compris et se faire comprendre, c'est un droit du patient, qu'il y a eu différents circulaires, notamment les RECO de l'HAS en 2017. Donc, c'est à la charge de chaque établissement de santé. Après, si les ARS ont des aides particulières, c'est très bien, mais c'est un droit du patient. Et ce n'est pas spécifique au PASS aux MPP, c'est les droits du patient à l'ensemble, qui concerne l'ensemble des établissements de santé. Merci Barbara. Il y a une question de Madame Pontonnier. Alors, c'est plus une petite remarque sur la formation dans Auvergne-Rhône-Alpes. On a la chance d'avoir l'Orsper Samdara et c'est un vrai soutien pour le coup sur cette problématique-là. Merci. Madame Isabelle Messina. Oui, bonjour. Moi, c'était une question par rapport à la cotation. Moi, je viens d'arriver sur le service Pierre Powell de Bourg-en-Bresse et du coup, l'équipe mobile est au sein de ce carrefour santé mentale précarité. Mais par rapport à la cotation, quand on a une personne qui vient en fait consulter, qu'on a déjà rencontré à l'extérieur chez elle, qui vient consulter sur le centre Pierre Powell, comment on la cote? Est-ce que du coup, on peut la coter d'un pyramide ou pas? Ou alors est-ce qu'on la cote parce qu'en fait, tout ce qui est fait sur le centre Pierre Powell n'est pas valorisé? Dans tous les cas, je comprends. Pardon, vous disiez? Dans ce que je comprends aujourd'hui, c'est pas valorisé parce que on ne met pas dans pyramide les consultations qui sont faites sur le site. Alors, je pense qu'il y a deux choses à distinguer. Pyramide, donc ça. Désolée, il y a des problèmes d'écho. Il faut fermer les téléphones quand on est branché sur le téléphone. C'est peut-être ça qui fait écho. Donc pour répondre à votre question, déjà sur l'outil pyramide, nous c'est un outil qui nous est remonté. Et donc c'est important, enfin dès que vous suivez quelqu'un, c'est important d'intégrer cette personne dans le rapport pyramide pour qu'on ait une vision la plus exhaustive possible de l'activité de l'EMPP. Mais ça c'est pyramide d'un côté, et de l'autre après il va y avoir la nécessité de coder cette information dans le RIMP pour pouvoir donner ces informations à votre établissement. Mais donc il y a les deux choses qui se font en parallèle, ces deux remplissages, mais dont la finalité n'est pas la même. Parce que nous, je veux dire, c'est plutôt pour information, et les informations qu'on obtient dans Pyramide, ça nous permet de venir valoriser vos activités, ça nous permet de venir faire des demandes de crédit, etc. Mais maintenant, les financements que vous recevez ne vont pas dépendre de ce que vous nous faites remonter en termes d'activité.
Il y avait une autre question. Je suis désolée, j'arrive pas à voir. Monsieur ou Madame Chenet, je vois juste le nom, je suis désolée. Oui, bonjour, Madame Chenet, assistante sociale ELP dans le Haut-Rhin. En fait, la question des collations, de la valorisation des activités EMPP, ça ramène quand même à cette question de la formation commune au sein des équipes, puisque la précarité, on est quand même dans une clinique particulière. On voit bien si on estime à 20% de personnes qu'on n'arrive pas à valoriser dans les cotations actuelles. On est bien aussi dans à quel moment on rencontre les gens, dans quel parcours. Pour nous, c'est rarement sur les lieux de soins. Et même si on va informer qui on est, les gens ne sont pas nécessairement dans une démarche de soins et dans une appropriation de la question psychiatrique. Donc c'est vrai que ces questions de formation, moi j'entends la question de, ça revient à la formation par l'employeur, la formation continue, mais on est quand même dans un carcan très serré, les infirmières d'un côté, les travailleurs sociaux de l'autre, les médecins encore à côté, les psychologues, et je crois que cette question de la précarité devrait nous obliger en effet à être beaucoup plus dans l'échange et la coordination et la compréhension de cette nécessaire coordination. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'ensemble des sujets qu'on a abordés aujourd'hui? Je ne sais pas si dans le chat, il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu encore. Alors oui, il y en a un paquet, oui. Oui, il y en a quelques-unes, notamment l'une d'entre elles, c'est de savoir quand est-ce que démarrait la campagne de recueil d'activités pyramide. Alors, aux dernières nouvelles, c'était à la fin du mois de juin. Il me semble qu'il y avait la date du 24 juin, mais je ne sais pas si la plateforme a été ouverte. Si la question est posée, j'en conclus que non. Je vois des noms. Je pourrais essayer de me renseigner auprès du bureau qui est en charge de Pyramide pour vous apporter une réponse. Normalement, on nous avait communiqué une ouverture de la plateforme entre le 24 et le 28 juin, il me semble. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Marie, auxquelles on n'a pas répondu dans le chat? Alors, il y en avait quelques-unes, mais alors, on s'était dit qu'on relevait également les questions et que les questions qui ne feraient pas l'objet de réponse orale feraient l'objet de réponse écrite. Oui. Il y avait des questions sur est-ce que les EMPP disposent de possibilités de délivrer des médicaments sur le terrain et selon quelles modalités quand les personnes n'ont pas de droit ouvert ou dans des contextes de crise? Alors ça, c'est un vrai sujet qu'on a identifié, nous, dans le cadre de nos travaux avec la coordination, qui pose problème pour certaines équipes, pas pour toutes. Pour vous répondre, enfin, je pense qu'il n'y a pas une seule réponse à cette question, parce que l'organisation du circuit de délivrance des médicaments dépend un petit peu de l'organisation qui se fait au niveau local. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a un recensement qui a été fait de la part des coordos auprès des équipes pour savoir justement quelle était leur manière de fonctionner sur le sujet, quelles pouvaient être les problématiques qui étaient rencontrées. Et nous, l'objectif, c'est d'arriver à vous fournir une fiche et une notice en vous proposant différentes solutions pour arriver à assurer le circuit de délivrance des médicaments. Parfois, on va avoir des enveloppes dédiées qui vont être sanctuarisées au sein du financement des équipes. Souvent, ça se fait avec les passes. Il y a des conventions qui se font avec la pharmacie, etc. Il y a vraiment des différentes manières de procéder. On va essayer de vous formaliser tout ça pour que ce soit plus clair pour vous sur le sujet. Et puis, c'est aussi le lien avec les passes en milieu psy, hein. C'est-à-dire que lorsque le MPP est en lien avec une passe en milieu psychiatrique, ça facilite beaucoup les choses.
Il y avait une question sur l'analyse de la pratique, l'accès à l'analyse de la pratique pour les équipes des EMPP quand l'établissement ne le propose pas. Est-ce que c'est quelque chose qui a été pensé au national? Est-ce que ça figure dans le cahier des charges? Est-ce qu'il y a des possibilités de financement? Alors, on n'a pas de financements qui sont dédiés de manière générale pour une activité en particulier. Enfin, les financements, ils sont sur le fonctionnement global et général de l'activité des équipes. Et on a effectivement mis dans l'émission, je vais revérifier, mais dans l'émission socle auprès des acteurs de première ligne, les échanges et les analyses de pratiques qui peuvent être réalisées par le MPP. C'est dans le cahier des charges. C'est plutôt l'idée que est-ce que les équipes peuvent bénéficier elles-mêmes de temps d'analyse de leurs propres pratiques EMPP? Ben ça dépend de l'établissement porteur. On a tenté, nous, de faire une analyse de pratique pendant une sorte de supervision pendant 1 an. Ça nous a pris la moitié du budget de formation de l'équipe. Donc, il faut peser les bénéfices par rapport à des formations personnelles qui peuvent être mises en difficulté pour les membres de l'équipe au profit d'une entre guillemets formation par une supervision ou une analyse de pratique. Dans tous les cas, c'est pris sur l'argent du financement de l'équipe et du pôle porteur de l'équipe. On va prendre une question main levée, peut-être avant de continuer sur les questions du chat. Oui. Docteur Pontonnier. C'est pareil, c'était juste pour rebondir sur la question de l'analyse de la pratique. Nous, on a fait financer en fait des analyses de pratique par un appel à projet. Donc, on a 10 séances par an. Et c'est vrai que c'est un vrai plus pour discuter notamment des situations ultra complexes qu'on peut avoir. Ça permet une prise de recul et ça nous amène vraiment à trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé autrement. Est-ce que vous pourriez préciser, Anne-Laure, s'il vous plaît, la nature de l'appel à projet auquel vous avez répondu par rapport à ça? Alors, c'était un projet de groupe, en fait. C'était sur le groupe parentalité où on avait mis de côté 2 000 € pour l'analyse de la pratique. Ça n'avait pas grand-chose à voir avec de l'analyse de la pratique au départ, mais ça nous paraissait important de pouvoir financer ce temps-là. Ça fait une belle transition avec peut-être une avant-dernière question qui était est-ce qu'on peut aborder, est-ce que les équipes qui sont là peuvent citer quelques thématiques de groupes ou d'ateliers thérapeutiques qu'elles mettent en place dans le cadre de leur activité EMPP, soit seules, soit en co-animation avec d'autres partenaires? Alors nous, on a un groupe parentalité avec une équipe très pluridisciplinaire puisqu'on a un 0,3 de sage-femme sur l'équipe. Parce qu'effectivement, on avait beaucoup de jeunes femmes migrantes arrivant enceintes, notamment de grossesses issues de viol, avec un lien parent-enfant qui nous semblait compliqué à mettre en place. Et du coup, on a eu cette idée de groupe. Depuis, on a développé un groupe de parole transculturel hommes, un groupe de parole transculturel femmes, des ateliers créativité. On a un groupe médiathèque et puis on fait aussi 4 fois par an des fêtes des familles sur la thématique des saisons. Merci beaucoup. Vous pouvez réagir aussi dans le chat, bien évidemment, pour répondre à la question. Et il y avait 2 autres questions aussi à l'oral. Madame Tinlan. Oui, bonjour. J'avais une question au sujet des budgets nécessaires pour les maraudes, des budgets, et qu'est-ce qui est prévu à ce niveau-là? Est-ce qu'on continue à tous galérer dans nos coins pour se faire rembourser les cafés et les différentes petites choses du quotidien qui peuvent nous permettre de créer du lien? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu à ce niveau-là? Alors là encore, nous, on n'a pas de budget fléché pour chaque type d'action. Je ne sais pas ce qui est fait dans les équipes, mais je pense que comme on est justement sur des budgets qui ne sont pas forcément énormes, mais qui peuvent poser problème au quotidien, une solution peut être de réfléchir à sécuriser, par exemple, une enveloppe je ne sais pas quel est le budget auquel vous pensez. Mais nous, on a sécurisé une enveloppe pour ça, mais en fait, on éprouve les plus grandes difficultés à se faire rembourser par notre établissement.
Je pense que toutes les personnes qui doivent travailler avec ce genre de budget doivent avoir les mêmes problèmes. Et donc, du coup, ça décourage, en fait, parce que soit on paye sur nos propres budgets, soit... Et pourtant, c'est des choses qui sont très importantes et qui répondent aux besoins primordiaux des personnes. C'est pas des sommes importantes, mais ça nécessite peut-être d'un renforcement ou d'un appui ou d'une solution un peu nationale, à mon avis, sur ce genre de budget. Sinon, voilà, on est avec la recette des hôpitaux où c'est compliqué. J'avais une autre question sur l'approche globale. En fait, dans l'équipe socle, il y a les médecins, les infirmiers, les psychologues et pas les assistantes sociales, alors qu'on est quand même censé voilà, travailler sur le non-recours au droit et intégrer un certain nombre de compétences à l'intérieur des équipes. Est-ce que c'est pas un risque de... Alors, vous faites bien de poser la question. Le sujet nous a été posé et on en a discuté. En fait, on s'est dit qu'on n'avait pas forcément besoin d'intégrer cette compétence au sein de l'équipe socle, non pas parce que c'était une compétence qui n'était pas importante, bien au contraire, mais surtout parce que c'était des compétences qui étaient très présentes chez les partenaires avec lesquels travaillent les EMPP. Et donc, il y avait cette collaboration qui se faisait très bien sur le territoire. Oui, Et mais dans donc, la littérature, c'est pas ce qu'on trouve du tout. En fait, dans la littérature, on voit très bien qu'il faut que les compétences soient intégrées au sein de ces équipes d'aller vers ou qu'elles aient un maximum de compétences. Donc, je trouve que c'est dommage quand même de ne pas tenir compte de ces éléments-là. Barbara, je ne sais pas si tu veux répondre. Oui, ben, je vais répondre dans ce sens. En fait, les équipes mobiles, quand vous regardez la moyenne des ETP, on est à 3,6 avec un maximum en 0,2, 0,6 des temps des médecins psychiatres. Donc, il reste des petites équipes. Ce sont des équipes qui ont vocation à travailler en transversalité avec les autres dispositifs qui existent. On a les verts pour l'accès aux soins, les passes en première instance, où il y a des assistants sociaux, et actuellement les équipes mobiles de la mesure 27. Donc, il ne s'agit pas non plus de créer des pôles où toutes les compétences professionnelles sont réunies dans une seule équipe. Donc, effectivement, tout ce qui est accès aux soins somatiques, c'est les passes qui sont les premiers partenaires des MPP, a fortiori les passes somatiques au milieu psy, où c'est vraiment une compétence un peu particulière pour les régions qui les ont développées de la sorte. Il s'agit aussi non plus de ne pas faire les travaux du secteur. Donc, il y avait une question sur les diogènes. Encore une fois, les diogènes impliquent une intervention à domicile. Il faut voir si la personne est en situation de précarité et le syndrome des diogènes peut faire basculer la personne dans la précarité, notamment à cause d'une expulsion. Donc, voilà. Donc, dans ces cas-là, c'est une intervention conjointe avec le secteur. Donc, il ne s'agit pas vraiment, enfin, l'idée d'une équipe mobile, la psychiatrie précarité, c'est d'articuler avec le secteur et avec les dispositifs à précarité qui existent. Voilà, Oui, donc, mais il ne voilà, s'agit il pas faut de pas dire que ce n'est considérer pas que c'est... important, une AS dans une MPP. Notamment, il y a des MPP qui ont fusionné avec des passes psy où on retrouve ces compétences, mais en première instance, c'est là les verts, c'est l'évaluation, les diagnostics, l'orientation vers les secteurs quand c'est nécessaire et l'orientation vers des autres dispositifs, notamment les passes, où on retrouve des compétences en médecine générale et en assistance sociale. Oui, donc je ne veux pas emboliser trop le temps de parole, mais disons qu'après, il faut aussi, pour les gens qui, comme c'est important de respecter la temporalité des personnes, que les personnes ne vont pas forcément être orientables tout de suite, compte tenu des délais du secteur, enfin, je veux dire, il y a un certain temps de latence, et après, je trouve que c'est assez dommage de considérer que c'est normal que les équipes, parce qu'elles ont 3 ETP et demi en moyenne, ça soit quelque chose, un horizon acceptable. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a une taille type des équipes mobiles, on n'y est pas encore. Mais voilà, il faut viser quand même de pouvoir proposer une offre cohérente. Après, j'entends ce que vous dites, hein, mais je pense que voilà, c'est important de garder en tête que c'est pas parce qu'aujourd'hui ça se fait pas que pour autant ça doit pas être un objectif d'intégrer d'emblée toutes ces compétences. Et on le voit à l'étranger, c'est qu'il y a une taille quand même importante de ces équipes-là pour qu'elles puissent justement rendre un maximum de services. Quand elles sont trop petites, elles n'arrivent pas à répondre aux besoins.
Mais ça, on est tout à fait d'accord. Et l'objectif, c'est pas du tout d'avoir des équipes qui soient petites. Nous, on a essayé de sécuriser un minimum pour avoir des équipes qui puissent quand même fonctionner. Mais maintenant, comme je disais tout à l'heure, au plus les équipes sont étoffées, au plus les équipes sont pluridisciplinaires et de taille importante, au mieux elles peuvent fonctionner sur le territoire et répondre à un maximum de besoins. Et c'est pour ça que dans le cahier des charges, on explique bien que elles peuvent être composées autant que possible de différents professionnels, y compris des professionnels du secteur social. C'est l'ambition qu'on porte. Après, la difficulté, c'est que quand on dit ça, forcément, on sait que ça coûte de l'argent. Vous l'avez vu, on a une enveloppe, en termes de crédit de mesures nouvelles, on a 3,7 millions d'euros. Donc voilà, on a aussi essayé de construire une équipe socle qui soit en cohérence avec les financements dont on dispose à l'heure actuelle. Pas dire, voici une équipe type de 10 ETP, mais derrière, on ne va pas vous proposer les financements qui vont avec. Donc, on a essayé aussi de garder une cohérence sur le sujet, mais on vous rejoint tout à fait sur l'idée que au plus les équipes sont importantes, au mieux c'est pour leur fonctionnement. Il y avait une question de Monsieur Bertheleux. Oui, vous m'entendez? Oui. Bonjour. Bonjour. Du coup, je soutiens ce que vient de dire ma collègue. C'est que les assistantes sociales n'apparaissent pas dans l'équipe pluridisciplinaire et les cadres aussi. Donc, je suis cadre d'une MPP à Saint-Brieuc avec mes collègues Alban et Laurent. Du coup, nous, on avait juste un petit focus sur la mesure 9. Est-ce qu'il y aura une volonté aussi de faire remonter quelles cliniques les collègues qui sont positionnés sur cette mesure rencontrent? Et est-ce qu'il y a une différence entre l'accompagnement qui se fait sur les EMPP et cette mesure 9, puisque on se rend compte, nous, on a mis ça en place depuis le mois de février et on est vraiment confronté à du psychotrauma, c'est 80% de psychotrauma en fait. Tout à l'heure, la collègue parlait d'une formation spécifique dans son programme de psychotrauma, mais c'est vrai que c'est vraiment un besoin qui émerge. Alors, il y a des projets d'établissement et des plans de formation des établissements aussi qui peuvent peut-être mettre ça en lumière, mais peut-être qu'au niveau national, il y avait une étude qui allait se mettre en place justement pour évaluer la pérennité de cette. Alors, pour vous répondre sur la mesure 9, déjà au niveau régional, il y a pas mal de choses qui ont commencé à se monter avec des réunions dédiées qui ont permis des échanges entre l'ensemble des psychologues qui avaient été recrutés. Il y a eu une journée régionale des EMPP en Occitanie et il y a un atelier qui a été dédié justement à l'échange de ces psychologues qui sont pour la plupart rattachés à des EMPP. On s'est dit en toute transparence que c'était un sujet qui méritait de faire un point dédié au vu de la complexité du sujet et surtout de l'intérêt que pourrait représenter un échange de pratiques entre les différentes équipes. Et donc, on voulait proposer de faire un webinaire sur le sujet à la rentrée avec donc les ARS et les coordos qui pourraient vous présenter déjà les retours qu'ils ont pu avoir au niveau justement des journées, demi-journées qui ont été organisées sur le sujet. Et ensuite, d'avoir un échange direct, vous, entre équipes, parce que c'est vrai que là, il nous reste 2 minutes et c'est un sujet à part entière. Donc, on va revenir vers vous sur ce sujet-là, mais c'était l'idée à laquelle on pensait. D'ailleurs, pour finir, peut-être, on va pouvoir prendre peut-être une dernière question à l'oral et puis j'invite vraiment toutes celles et ceux qui auraient des questions qui ne les auraient pas encore posées à les poser dans le chat pour que nous puissions revenir vers vous par écrit. Docteur Vanel, peut-être. Oui, je ne veux pas encore emboliser sur la question du travail social, juste une expérience très rapide sur le MPP à Montfavet, donc Vaucluse. Depuis la création de l'EMPP, on n'avait pas de travailleurs sociaux, une équipe infirmière, médecin, pas de psychologue. C'était un choix de partenariat avec les associations locales. Sauf que depuis peu, on a des lièges de soins santé mobiles dans lesquels on a pu recruter un mi-temps d'éducatrices. Et on se rend compte en fait que c'est très utile, pas sur le travail de fond, mais sur tout le travail de coordination. Aucun service de l'État actuellement ne permet la coordination de ces personnes à la rue qui vont effectivement être dans différents lieux d'hébergement, différents lieux de soins. Et ce travail de coordination n'est fait par personne. Il n'y a plus de référents RSA au sein des SIAO. Il y a très peu de référents précarité dans les services de l'État. Et donc, effectivement, à minima pour cette mission-là, ça paraît quand même quelque chose d'extrêmement important. Voilà. Alain, on vous laisse le mot de la fin. Juste pour terminer, ça me permet de dire bonjour à Aurélie. Sur
l'aspect des acteurs sociaux, c'est très variable. 50% des équipes ont un acteur social, 50% n'en ont pas, et ça date depuis 2005. Ça dépend vraiment du territoire géopopulationnel et la manière dont on est articulé avec tous les autres dispositifs. Deuxième aspect, excusez-moi, pour faire rentrer, entre guillemets, de l'argent dans l'équipe, nous, on a monté une association du service, et quand on fait des formations et que les formés souhaitent rémunérer, on demande à ce qu'ils versent une obole dans l'association à titre de don, etc. Et ça nous permet de payer du café, des petits gâteaux aux personnes que l'on rencontre. En ce qui concerne les ateliers, il y a beaucoup de créativité, hein. Il y a des EMPP qui font de la médiation équine. Sur Paris, on a monté une radio mobile. Il y a des groupes de parole psychanalytiques. Il y a des groupes de parole que j'anime d'ailleurs sur les hikikomori, c'est-à-dire quelque chose de très étrange. Des personnes qui sont recluses chez elles depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans et qui viennent en groupe de parole entre elles pour discuter entre elles de leur reclusion, de leur retrait, etc. Enfin bon, voilà, il y a des ateliers jardins avec les jardiniers de l'hôpital, par exemple. Enfin voilà, il n'y a aucune limite à notre créativité. Et puis, sur les psychologues mesure 9, je pense qu'il est important que petit à petit, un corpus se monte autour de cette profession, en quelque sorte, puisqu'on a déjà fait une demi-journée des psychologues mesure 9. 52 personnes sont recrutées déjà et d'autres sont en cours de recrutement sur la région Île-de-France. Et quel que soit leur rattachement, on fait en sorte qu'elles puissent se réunir et discuter entre elles, ce qui permet de montrer les difficultés, par exemple, que peuvent avoir certains psychologues quand elles sont rattachées à des structures sociales ou médico-sociales. Voilà, j'ai essayé de répondre à plusieurs questions en vrac, mais on pourra continuer par écrit. Merci beaucoup Alain. Merci à toutes et tous d'avoir assisté à ce webinaire. On espère avoir répondu à vos questions. Comme l'a dit Marie, on va répondre à l'ensemble des questions sur un document qui vous sera partagé. On va également donc, vous partager le support et on va essayer de trouver un moyen de partager l'enregistrement de ce webinaire pour celles et ceux qui n'auraient pas pu y assister aujourd'hui. Donc un grand merci et je vous souhaite une très bonne journée à toutes et tous et à très bientôt. Au revoir. Merci pour ce temps d'échange. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir, merci. Au revoir.